le temps de tromperie universelle. Dire la vérité est un acte révolutionnaire. Tout de suite, magazine. Revenant de la conférence d'Accra, le 12 décembre 1958, Patrice Emery Lumumba fut cette déclaration: l'indépendance du Congo n'est pas un cadeau à recevoir de la Belgique, mais un droit fondamental pour le peuple congolais. Le peuple africain a recouvert ses libertés vers les années 60, qui étaient pour lui les années des grandes indépendances. Aujourd'hui, plus de 50 ans, la grande partie, la majorité de pays africains accèdent au pouvoir par des coups d'État, par des rébellions, des anarchies, des guerres fratricides. Qu'en est-il encore de l'avenir de l'Afrique aujourd'hui? Nous parlons République démocratique du Congo, 55 ans après l'indépendance. Une lueur d'espoir pour les années 2030, encore une quinzaine d'années, pouvons-nous être éligibles pour l'émergence, la République démocratique du Congo? Aujourd'hui, avec l'enjeu politique de l'heure, les élections qui se profilent à l'horizon, d'ici moins de 5 mois, octobre, des élections provinciales, l'année prochaine, pour clôturer au mois de novembre 2016 pour les élections présidentielles. Pouvons-nous réfléchir République démocratique du Congo avec l'actualité? Pouvons-nous réfléchir République démocratique du Congo, quelle issue donner à notre pays par rapport à toutes ces divergences d'opinion, politique, majorité, opposition, société civile? Nous en parlons aujourd'hui avec les invités du jour, l'honorable David Jolino Makelele, secrétaire national en charge de la communication de l'UNC, en même temps porte-parole de ce parti politique, membre de l'opposition politique. Son co-débatteur, M. Papi Tamba, le serviable, communicateur de la majorité présidentielle. Une crème intellectuelle de la République démocratique du Congo, avec qui nous engageons des analyses, l'entretien pour la situation d'actualité dans le pays. Honorable Jolino, bonjour. Bonjour, plutôt bonsoir. Ça dépend. Monsieur Papi Tamba, bonjour. Bonjour, et puis bonjour aussi à l'honorable Jolino Makelele. La première question, la République démocratique du Congo a signé l'accord cadre d'Addis Abeba qui prévoyait la sortie du pays par rapport à cette crise, et pour que nous nous organisions autour d'un dialogue, que nous pensons en même temps le Congo et l'avenir de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous pouvons profiler par rapport à l'enjeu politique de l'heure, eu égard l'accord cadre d'Addis Abeba? Honorable Jolino, je commence avec vous. Merci. Je dirais d'abord que cet accord cadre a été conclu dans un cadre, si j'ose dire, dans un contexte tout à fait particulier, un contexte caractérisé principalement par une guerre
menée à l'égard de notre pays par une rébellion soutenue par le Rwanda et l'Ouganda. Et comme vous le savez, cette rébellion avait tellement avancé qu'elle avait fait peur, et pour finir, le pouvoir a décidé de négocier avec elle. Elle a négocié, et malheureusement, comme nous l'avions craint, de simples problèmes de guerre, si j'ose dire, sur la table des négociations sont venus d'autres préoccupations liées à la Res Publica, à la gestion de la Res Publica, et qui était, j'allais dire, décriée comme une gestion calamiteuse à laquelle il fallait réagir rapidement. D'où ces résolutions contenues dans l'accord cadre, notamment, et dans la résolution 2098 du Conseil de sécurité nationale, demandant notamment au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies de, je mets entre guillemets, promouvoir le dialogue entre les différentes parties en vue de recréer un climat apaisé pour la suite du développement du Congo, et surtout veiller à ce que des élections se passent dans un climat de calme. Je constate tout simplement que contrairement à ce que nous, à l'UNC, nous avions pensé, et comme la communauté internationale l'avait prévu, les choses ne se sont pas passées comme de cette manière-là. Le camp kabiliste avait préféré faire un dialogue à sa manière, c'est-à-dire ce sont les concertations qui ont eu lieu, qui ont été vantées par-ci par-là, dont les résolutions ont même fait l'objet de cris de joie et même de génériques d'ouverture de certains journaux télévisés. Et donc, pour moi, j'avais pensé, nous avons toujours pensé, nous à l'UNC, que ce n'était pas cette voie-là. Mais que voulez-vous, le rapport de force politique étant ce qu'il est, le pouvoir a martelé que c'était ça, le dialogue, alors que nous pensions que c'était un congrès pépère des bis. Les résultats, on l'a vu, ces concertations ont produit plus de 650 résolutions, dont 100 étaient jugées prioritaires, et de ces 100 prioritaires, à ce jour, il n'y a même pas 15% qui ait pu être mis en évidence. Et l'une de ces résolutions, à savoir la mise en place d'un gouvernement dit de cohésion nationale, a mis plus d'une année pour se matérialiser, démontrant qu'il y a un problème sérieux de leadership dans ce pays. Voici plus ou moins comment je circonscris cette problématique, et je dis, nous avons laissé, puisque l'impérium est dans l'autre camp, nous avons laissé les acteurs de cette traduction du dialogue en concertation aller jusqu'au bout de leur logique. Eh bien, ils sont partis jusqu'au bout de leur logique, et malheureusement, les problèmes les rattrapent aujourd'hui, ou plus exactement, ils ont besoin de prétextes aujourd'hui pour avancer, pour avancer dans le sens de violer la Constitution, de faire un glissement politique, c'est-à-dire de dépasser les échéances électorales prévues constitutionnellement, et pour ça, ils ont besoin d'un dialogue, d'un fameux dialogue, mais cette fois-ci aux connotations bien calculées, c'est-à-dire faire en sorte que demain, on puisse glisser pour atteindre cet objectif, parce que les gens veulent se maintenir au pouvoir à tout prix. Glissement, suite à une gestion calamiteuse, on n'a pas respecté l'accord cadre d'Addis Abeba qui prévoyait que la communauté internationale allait promouvoir ce dialogue. En lieu et place, on organise des concertations nationales, on échoue avec autant de recommandations, les 100 choisis prioritaires, on n'a même pas exécuté 15%, un gouvernement qui a attendu plus d'une année pour être mis en place. Honorable Tamba. Je ne suis pas encore honorable, je désire le devenir, parce que je suis aussi candidat, déjà pour les élections provinciales à venir. Mais, Monsieur Roland, comprenez mon désarroi. Lorsqu'il y a un accord qui est signé, nous le savons en droit international ou en relations internationales, cela commence par des négociations diplomatiques. Il est important de s'imprégner de l'esprit de ceux-là qui ont négocié. L'accord cadre d'Addis Abeba a été fustigé au niveau de tout son processus par l'opposition,
notamment par mon ami Jolino Makelele qui est ici, qui avait fustigé non pas seulement l'accord en lui-même, mais bien avant, les processus qui devaient conduire à cet accord. Je pense qu'il pourra assumer ses idées puisqu'il y a plusieurs émissions qu'on pourra faire ressurgir où je sais ce qu'il avait déclaré. Et leur président est allé même jusqu'à Addis Abeba pour présenter ce qu'il avait appelé ce mémorandum, mais je pense que c'était un jour avant cet accord. Mais ce qu'il doit savoir, honorable Jolino, moi je vais parler faits. Mao disait que la vérité repose sur les faits. Le 12 décembre 2015, le 15 décembre plutôt 2012, le 15 décembre, le chef de l'État, devant la nation congolaise, prononce un discours. Dans son discours, il parlait des concertations nationales. Personne ne parlait encore d'accord cadre d'Addis Abeba. Je dis bien, vous pouvez aller vérifier dans les annales, c'était le 15 décembre 2012. Pendant ce temps-là, dans les débats que nous avions faits avec vous autour de ces sujets, vous étiez contre ces schémas et vous nous avez envoyé chez votre papa Sassou. Vous étiez là pour plaider pour que nous allions tous voir papa Sassou. Votre papa Sassou, bien entendu. Vous pourriez encore revoir les archives. La diplomatie congolaise, travaillant pratiquement seule, puisque vous n'avez pas pu accompagner les efforts qui étaient demandés à tout Congolais par rapport au problème de M23, a engagé un processus. Mais je dois vous rappeler ici que l'accord cadre a été signé entre la RDC et environ 11 États au niveau de la région. Il faut d'abord laisser l'accord cadre dans cet esprit-là. L'accord cadre n'est pas un accord congolo-congolais. C'est d'abord un accord entre l'État congolais, qui représente qui? Qui représente l'honorable Jolino Makelele, qui représente Papi Tamba, qui représente tout le monde dans sa globalité, en autant que le sang congolais puisse couler dans ses veines, avec les États voisins, en enjoignant à ces États pour leur dire de ne plus agresser notre pays. Mais il a été exhorté à notre pays. Comprenez l'esprit. Il a été exhorté dans notre pays de renforcer le vouloir vivre collectif. De renforcer ce que nous appelions tout le temps, les mots cohésion nationale de la bouche du chef de l'État. Il n'a pas sorti avant, ou bien il n'a pas attendu l'accord cadre d'Addis Abeba. La première conséquence, une fois cet accord adopté, au niveau du Conseil de sécurité, avant d'arriver à la résolution 2098, qu'ils aiment évoquer alors qu'ils savent qu'est-ce qu'ils ont encore déclaré à l'époque par rapport à cela. Je pense que c'était une semaine après. Il fallait d'abord voir les premières conséquences de cet accord cadre au niveau du Conseil de sécurité pour maintenant penser à cette résolution au mois de fin mars, au même moment où le Rwanda était devenu membre non permanent du Conseil de sécurité. Vous savez encore ce qu'ils ont déclaré, mais première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo et du monde, depuis que l'ONU a été mise en place, faudrait-il que je rappelle ici que c'est une démarche initiée et menée par le gouvernement congolais. Première fois dans l'histoire de l'ONU qu'un accord au niveau du Conseil de sécurité soit signé à l'unanimité. Première fois. Des gens qui ont été absents, qui l'ont fustigé, qui n'ont pas compris l'esprit parce qu'ils ne nous ont pas accompagnés, qui étaient dans d'autres schémas et qui l'ont condamné, même parce qu'ils ont dit, l'honorable Jolino Makelele, dans une chose concurrente, avait considéré cet accord comme si on hypothéquait les pays. Il est responsable de ses propos. S'il veut nier ça ici, je pourrais sortir les archives dans une autre émission. Il a dit par rapport à cet accord. Maintenant, cette politique de ramassis, de dire une chose et son contraire, que nous voyons auprès de notre opposition, commence un peu à nous gêner. Vous remarquez que votre question a été simple, limpide. La question nous parle de quoi? Nous parle tout simplement d'examiner les conséquences de l'accord cadre d'Addis Abeba, qu'il est déjà monté dans ses grands chevaux, sans citer le nom, il nous parle de glissement de quelqu'un. Ils sont fixés sur un individu et une institution comme une sorte d'obsession. On ne peut plus rien parler dans ces pays. Même quand c'est un chat qui a l'habitude de poursuivre les souris, on va voir un chat poursuivre les souris. Non, il les poursuit parce que les chats font les glissements. On ne peut plus parler de rien dans ces pays sans qu'il puisse sortir ces mots. Mais c'est honorable Jolino Makelele. Ça risque de devenir pathologique. Dites à vos amis de l'opposition que lorsque nous parlons de la situation électorale dans notre pays, il y a plusieurs institutions qui doivent être, il y a plusieurs institutions qui appellent à ce que les membres soient élus. Il n'y a pas que la présidence de la République.
Aujourd'hui, même dans l'actualité, nous parlons du dépôt des candidatures auprès des futurs pour une élection provinciale. Nous pourrions déjà parler ne serait-ce de ça. Pour déjà dire qu'effectivement nous vivons une situation de glissement des 3 ans de nos gouverneurs des provinces, des assemblées provinciales et aussi de notre Sénat, et que nous devons encourager les gens à ce que nous puissions purger ces problèmes-là pour maintenant créer les bonnes conditions pour les années à venir, pour pouvoir aussi en parler. Pourquoi cette obsession, cette retenue sur la personne de Joseph Kabila à tout moment? Je suis venu dans cette émission très zen. Je me suis dit que j'ai l'honorable Jolino Makele avec qui nous allons parler Congo de façon dépassionnée. Première question, il y va déjà. Je ne comprends plus rien. Voilà, on évolue tout à l'heure. Honorable Jolino Makele, puisque vous avez évoqué justement le glissement. Alors, revenons donc aux faits. Je voudrais évoquer cette question, je voudrais vous mettre vraiment au même diapason. Alors, le président de la République a envoyé son émissaire consulter l'opposition. Également, commençons par le grand parti politique de l'opposition que nous appelons aujourd'hui le MNC, l'UNC, l'UDPS, ainsi de suite. Et autour de la semaine passée, lundi 18 mai, une réponse a été rendue publique par une déclaration de la réunion, au sortir de la réunion de l'opposition. Est-ce que vous êtes favorable à ce dialogue pour que nous puissions, comme vous l'avez dit, vous craignez le glissement? Papi Tamba l'a relevé tout à l'heure, ça devient une crainte, ça peut devenir pathologique pour vous. Maintenant là, pour que ça ne devienne pas pathologique, qu'est-ce qu'il faudrait faire par rapport à votre déclaration là, la consultation? Quel est le chemin à suivre? Je vais y arriver, non sans avoir relevé que M. Papi Tamba n'a pas beaucoup changé. Il va toujours dans ses développements subjectifs, mais qui n'impressionnent ni ses contradicteurs, ni les téléspectateurs. Et lorsqu'il lance une affirmation, je crois qu'il oublie de regarder le rétroviseur pour savoir s'il est le premier ou si celui qu'il soutient est le premier à avoir lancé cette idée. Il me parle du 12 décembre 2012. Le 15, c'était le 12 décembre. C'est le 15 décembre. 15 décembre 2012, où le président de la République lance le premier l'idée d'une concertation. Il oublie qu'il a existé ce qu'on a appelé, disons d'une manière un peu particulière, un plan de sortie de crise. Il y a eu même un auteur qui a fait 3 plans de sortie de crise, dont le dernier daté d'octobre, plan de la même année, où il invitait effectivement les gens à essayer de faire en sorte qu'on résolve le problème qui s'est posé, mais pas de la manière qui a été initiée en 2012. Mais à supposer même que ce soit 2012 pour son champion, c'est quand est-ce que cela a pu avoir lieu? Les fameuses concertations, ça pose un problème de leadership terrible. Et revenons même à ce qui concerne le fameux accord cadre. Le fameux accord cadre, on ne va pas nous dire qu'il n'a concerné que les États voisins. Non. Il était, la raison d'être de cet accord, c'était justement de régler le problème que posait le M23 d'abord. Et le M23, nous, quand nous fustigions cela, nous savions que la réponse qui a été donnée par le président de l'Ouganda, le président du Rwanda, à savoir que c'était un problème congolo-congolais, parce que nous avons dit que nous ne souhaitions pas que le président de la République aille voir le président ougandais ou rwandais parce que nous allions être humiliés. Eh bien, nous avons été humiliés par la réponse qui nous avait été donnée en son temps, où on nous a dit non, nous ne sommes pour rien, c'est un problème congolais entre l'M23 et vous. Donc, c'était cet aspect-là que nous avons critiqué. Et pour revenir un peu à ce qu'on appelle hypothéquer le pays, non. Nous avons dit que la communauté internationale a un rôle à jouer, il continue de le jouer. Il n'y a que vous qui un matin, vous acceptez le rôle de la communauté internationale et le soir, vous la fustigez. Et rappelez-vous d'ailleurs de ce que vous avez dit à propos de la MONUSCO, la présence de la MONUSCO dans ce pays. Pour revenir sur la problématique du dialogue proprement dit, nous, la politique, c'est aussi l'art de saisir les opportunités. Lorsque nous avions déclaré vouloir ce dialogue
qui soit conforme à ce qui est écrit dans l'accord cadre de l'Addis Abeba. Nos partenaires, ou plutôt ceux, les tenants du pouvoir, n'en ont pas voulu. C'est pas moi, c'est un fait historique. Ils ont préféré à la place faire un congrès Pepper Davis et ils ont fait les fameuses concertations dont les résultats ont été relevés tout à l'heure. Mais maintenant qu'ils savent qu'ils sont au bout du rouleau, ils ont essayé, chaque fois, comme disent les Quinois, Nzombo les soirs. C'est-à-dire, ils ont essayé, en dernière minute, quand ils ont vu qu'une combinaison Kamere-Tshisekedi en 2011 pouvait être dangereuse pour leur champion, ils ont supprimé le nombre de tours des élections présidentielles pour n'en laisser qu'un seul. Lorsqu'ils ont vu que tout commençait à foutre le camp, le peuple ne croyait pas à leur bilan, ils ont envisagé de modifier la Constitution. Papi Tamba, qui est là, était un vrai chantre, je crois qu'il n'a pas changé, un vrai chantre de la modification, et même du changement. Non, je crois qu'il me renvoie, à mes archives. Je crois que, en toute honnêteté, je peux un champion. Il a dit ce que le peuple a fait, c'est que le peuple peut le défaire, et tout ça. Et maintenant, je n'entends plus personne dans son camp le dire. Maintenant, s'il veut me confirmer qu'il est resté constant, c'est-à-dire qu'il veut qu'on arrive à changer la Constitution, à la modifier de manière telle qu'on puisse éventuellement changer la durée du mandat du président de la République, libre à lui, je l'en féliciterai d'ailleurs. Mais, par ailleurs, lorsque nous disons que tout cela, ça n'a pas marché, ils sont venus avec la problématique du recensement comme préalable aux élections. Le peuple n'en a pas voulu, ils se sont couchés. Ils ont fait la problématique de la loi électorale, l'ONIP, ça n'a pas marché, parce que le peuple est resté debout. Le peuple voyait que derrière ça, il y avait toujours cette idée de glisser ou de modifier la Constitution. Enfin, il y a eu cette histoire de la loi électorale qui a valu mort d'homme à certains Congolais. Eh bien, nous avons vu également que, à la suite de cela, le pouvoir a reculé et a fait enlever la linéa qui posait problème. Mais donc, c'est pour dire que le pouvoir est en train, il n'a aucune intention de respecter la Constitution. Celui qui est le garant du respect de la Constitution, moi je trouve, si c'est pas lui en tout cas, ses affidés sont là pour faire en sorte qu'il reste toujours. Pas plus tard qu'avant-hier, moi j'étais sur une chaîne de radio avec un de vous, je le cite, M. Yolama, qui me disait que pour lui, le président Kabila devait continuer. Et ce matin, sur une chaîne concurrente, je peux le citer, Télé 50, il y a eu un conseiller du président de la République, M. Kambila, qui disait que il faut qu'on fasse tout pour que les choses marchent dans son entendement, et parce qu'on risque de se retrouver dans une situation de blocage du processus électoral, et donc d'un cas de force majeure qui amènerait finalement au glissement, c'est-à-dire au dépassement des délais. Il a dit que ça poserait aucun problème. Donc le peuple congolais est en train de suivre le raisonnement qui habite les gens du camp présidentiel, à savoir à tout prix veiller à ce que le 19 décembre, le mandat du président de la République ne s'achève point. Et pour cela, il y a plusieurs subterfuges, dont le fameux dialogue qu'on veut nous présenter maintenant comme une sorte j'allais pas dire des solutions miracles, alors que je vous le dis, tous les sujets qui peuvent relever de ce dialogue sont les sujets qui sont de la compétence des institutions existantes. Je vais illustrer cela. Le calendrier électoral. Mais nous avions mauvaise presse. Hier, quand nous de l'opposition, nous sommes allés présenter à la CENI des contre-propositions par rapport au calendrier électoral que nous trouvions irréaliste, anticonstitutionnel et surtout difficile à mettre en place. Ils se sont moqués de nous parce que nous avons été même à l'Assemblée pour déposer un exemplaire du mémo, etc. Ils ont dit que nous n'allons pas nous mêler de cela, cela relève de l'institution CNI, alors que nous pensions que c'est une institution, et comment dirais-je, d'appui à la démocratie qui devait écouter tout le monde. Ça, donc je vous dis, le processus électoral, je résume, c'est de la CNI. Le financement du processus, qui est le nerf de la guerre, ça relève du gouvernement. Et ce n'est pas un dialogue qui va régler ça. Ou soit qu'ils sont des bons gestionnaires, comme ils le clament tout haut, avec des cadres macroéconomiques mirobolants, alors ils sauront sortir l'argent, soit que ces vérités-là cachent d'autres vérités, notamment l'utilisation des comptes parallèles que l'on connaît, alors ils ne sauront pas sortir de l'argent. Et puis, en ce qui concerne les prisonniers, la libération des médias, ça n'exige pas un dialogue. Parce qu'il y a des institutions qui sont là.
Alors moi, je me pose la question, pourquoi ce dialogue et surtout pourquoi maintenant? La réponse est claire, ils veulent glisser. Alors ils cherchent des gens, ils sont en train de chercher des béquilles qui leur permettront de se relever alors qu'ils sont grabataires. Merci. Vous cherchez de béquilles, Monsieur Papi Tamba. Pourquoi ce dialogue alors qu'il y a des problèmes qu'on peut résoudre sans aller au dialogue? Je crois que si moi je ne change pas, mais je vais demander à l'honorable Makele de changer. Votre pathologie, si Joseph Kabila, je crois que nous devons trouver un mot. Je demande aux savants psychologues dans notre pays de trouver les noms associés à ces genres de pathologies. Ça devient viscéral, une haine gratuite. On ne peut plus parler d'autres sujets. Tout se renferme sur ça. Honorable Makele, vous pouvez au moins comprendre que les bonnes idées dans ces pays ne naissent pas que dans l'INC. Cette logique que si quelque chose est fait, le chef de l'État a prononcé un discours le 12 décembre, il a triché quelqu'un qui avait écrit au mois d'octobre 2012. Même la Bible nous recommande un peu d'humilité. Ce qui est solennel, les restes. Ne comparez pas les discours du chef de l'État avec n'importe quelle déclaration lorsque le chef de l'État parle devant le peuple congolais. Ce que j'ai voulu tout simplement démontrer en ressortant cet aspect-là, c'est juste pour vous dire que le chef de l'État n'a pas attendu l'accord cadre pour parler concertation nationale. C'est tout ça. Et reconnaissez-le au moins par cette déclaration que c'est vrai, au lieu de gloser dans des termes qui peuvent nous faire dormir. Quand je dors, je ronfle. C'est pas bien que ça se passe sur les plateaux. Honorable Makelele, il y a des choses quand même, je pense, à un certain moment que nous devons essayer de dire avec beaucoup de courage. Vous, dans l'opposition, vous êtes d'avis que la Constitution que nous avons aujourd'hui pose certains problèmes dans certaines matières, mais vous êtes favorable que s'il y a révision ou s'il y a changement, qu'on essaie de réfléchir à partir de 2017. Il y a des déclarations officielles faites par les membres de l'opposition. Donc vous n'avez pas dit que si Papi Tamba a seulement une avance, il veut réfléchir en 2015, il n'a pas droit, il faut qu'il attende 2017 que l'opposition a fixé pour parler de ça. En quoi voulez-vous maintenant lier le sort d'un pays lorsqu'on veut réfléchir sur une constitution avec les élections à organiser? Commencez par bousculer un peu votre mentalité. Bousculez votre mentalité pour comprendre que dans notre pays, nous parlons de plusieurs élections. Nous ne parlons pas que de l'élection présidentielle qui n'est pas encore à l'ordre du jour. Et peut-être que vous devez maintenant revoir certaines choses dans votre état-major. Je vais parler de deux faits. Les premiers faits, moi j'aime parler avec précision. Le 31 décembre 2014, message de vœux du président de l'IDPS. Le 31 décembre 2014, vous ne l'avez pas suivi, volontiers je peux vous apporter des images. Où le président de l'IDPS demande depuis Bruxelles les dialogues. Ne commencez pas aujourd'hui par nous donner la paternité de quelque chose quand nous faisons que suite à un leader. Vous savez ce qu'a été ce leader de l'opposition en 2011 et quand vous avez volé la vedette même à Chakmé Chabani. Vous êtes allé jusqu'à la Cour suprême de justice pour son cas alors qu'il ne voulait pas y aller. Soyez au moins reconnaissants. D'abord, vous voulez rééditer ce que vous avez fait en 2011? C'est-à-dire quoi? Vous avez refusé de vous désister à son profit. Aujourd'hui, il les regrette amèrement dans l'IDPS. Vous avez eu l'arrogance de penser que vous aurez plus de voix que lui. Maintenant qu'aujourd'hui, il s'illustre en tant que leader de l'opposition pour parler d'un dialogue et vous êtes encore les premiers à le fustiger. Mais vous avez fait le tour de la planète pour ne pas parler de vous, mais ne parler que de lui. Aujourd'hui, il demande le dialogue. Examinez le problème avec beaucoup plus de soin. Comprenez maintenant quel a été son souci, les soucis que nous pouvons tous aujourd'hui comprendre. Ce qui n'impacte en rien le processus électoral de notre pays. Comprendre le dialogue, dans le sens de dire que le dialogue doit arrêter les élections dans notre pays, ce n'est pas comprendre tout simplement. C'est être en contradiction à ce que vous dites plutôt vous-même qu'en politique, le dialogue doit être permanent. En tout cas, moi, en venant sur ce plateau, je parle Congo. Je vais parler de notre situation actuelle.
Je ne vais pas parler ou rester fixé si des gens qui ont des problèmes personnels avec la personne qui dirige ces pays, pour ne parler que de lui. Moi, je considère une chose, M. Roland, c'est que nous avons environ 18 mois, je parle depuis la publication du calendrier électoral global, que nous devons organiser environ 12 élections, dans une période relativement courte. Bon, je crois 8 scrutins. 8 scrutins comme ça, si j'ai bonne mémoire. Merci beaucoup. 8 entre 8 à 12. Bon, bref, nous devons organiser plusieurs scrutins dans une période relativement courte. Je considère par là, et je pense que cela s'est vérifié encore hier, qui était la date de clôture, il faut voir l'engouement des dernières minutes, parce qu'il y a des partis politiques qui se sont décidés en dernière minute. Et je considère aussi qu'il y a beaucoup de manipulations autour de ce sujet. C'est ce que je considère. La CENI a donné une position qui est très claire en tant qu'institution indépendante d'appui à la démocratie, que la CENI continue son travail. La preuve, c'est que le débat sur le dialogue national n'a pas impacté les dépôts de candidatures. On n'a pas dit qu'on arrêtait de déposer les candidatures, les gens étaient là pour déposer. En quoi est-ce que, si il y a des choses peut-être à évoquer par rapport à cela, qu'on ne pourra pas les évoquer? En quoi est-ce qu'on ne pourra pas faire suite à la demande d'un leader de l'opposition, qui est notamment le président de l'UDPS, pour que les gens qui peut-être étant de la même génération politique, peut-être avec un certain nombre de leaders aujourd'hui dans notre pays, ou qui ont peut-être leurs propres ressentis, ou ils ont peut-être des problèmes personnels avec d'autres personnes, ils voudraient prendre les pays en otage. Non, moi je suis la génération de ces gens-là qui résisteront toujours à ce genre de pratiques. Honorable. Faisons avancer notre pays. Permettez-moi, vous lui avez laissé trop de temps lorsqu'il parlait parce que... Vous avez non, encore, quand vous suivrez la rediffusion de M. s'il y a rediffusion, vous comprendrez M. Roland. J'ai aussi suivi le timing pour voir comment est-ce qu'il a parlé, parce que j'étais sur les points de ronfler, j'aime pas ça. Alors, moi ce que je veux seulement que l'honorable Makeye les comprenne, c'est qu'il peut aller dire dans leur état-major général, c'est qu'il n'est pas dialogué en politique et criminelle. L'INC s'est prononcé pour les dialogues. L'INC a posé 3 préalables. L'INC, dans l'intervalle d'une semaine, revient pour dire encore nous sommes contre dans le cadre d'une plateforme. Comment peut-il expliquer ces revirements en si peu de temps? Mais non, je peux prendre la parole. Écoutez, la parole, je vous demande de la prendre, de la donner, tout en me demandant seulement d'être gentil. En venant sur l'émission, j'étais fatigué, donc pour qu'il ne m'amène pas au sommeil. Pourquoi l'UNC a changé sa position? Pourquoi l'UNC ne soutient pas la position d'Etienne Tshisekedi, que vous avez vanté comme leader, qui était votre allié? Pourquoi vous ne voulez pas prendre position comme Tshisekedi, être derrière lui, emboîter le pas à Tshisekedi? De l'abord, vous avez pris position pour, et pourquoi vous avez pris contre? Et la question la plus importante relevée dans l'argumentaire est que, alors que ce dialogue n'arrêterait nullement le processus électoral, pourquoi ne pas dialoguer? C'est la question. Les téléspectateurs auront compris avec quel empressement M. Papi Tamba s'est transformé en fanatique du président Tshisekedi et de l'UDPS aujourd'hui. C'est à mourir de rire, mais enfin, chacun aura apprécié où est l'intérêt, le vrai intérêt du Papi Tamba. Et surtout les militants de l'UDPS, qui ont entendu pique-pendre de la part du camp présidentiel et de Papi Tamba en son temps. J'aimerais pas qu'on rouvre les archives de certaines stations, les archives qui datent d'il y a 3-4 ans, où Papi Tamba exposait sa position sur l'UDPS et le président Tshisekedi. Ce serait à mourir de rire. Et s'agissant des élections proprement dites, pour aller droit au but, je veux qu'on me dise quels sont les sujets. Et là maintenant, on nous parle du camp présidentiel comme étant le camp qui suit l'UDPS, qui j'allais presque dire, supplie l'UDPS de maintenir cette demande de dialogue, parce que c'est une sorte de bouée de sauvetage pour ce camp présidentiel. Mais nous sommes de l'opposition également. Chat échaudé craint l'eau froide.
nous avons vu que tout le camp kabyliste, il n'y a qu'un des intérêts là-dedans. C'est-à-dire, comment faire en sorte qu'on roule l'opposition dans la farine? Comment faire en sorte qu'on récupère ce qu'on pourrait perdre par la voie démocratique? Et c'est là ils ont trouvé, les Njombo le soir, en dernière minute, ça peut être que le dialogue. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on soit concret. Qu'est-ce qu'on va mettre sur la table pour ce dialogue? Dites-le nous qui puisse changer le cours des choses, notamment le processus électoral. Je vous l'ai dit, s'il s'agit du calendrier électoral, les ratés du calendrier électoral, c'est pas nous, c'est la CENI. Et la CENI avait prévu, pour une fois, elle a jeté la patate chaude dans les bras du gouvernement et de cette majorité, en disant, voilà, vous avez exigé un calendrier global, je vous le donne, mais voici à quelles conditions ce calendrier pourrait être tenu. Et quand vous voyez tout ce qui a été listé, tout ça c'est dans le cas des amis de M. Papi Tamba. Notamment l'argent. Et il faut quand même qu'on rappelle aux téléspectateurs ici qu'en vertu de la loi relative aux finances publiques, la LOFIP, le budget de la nation est réputé être pluriannuel. Donc voté pour une période d'au moins 4 ans. De 2012 jusqu'à 2016, il y a un budget. Et le reste, ce sont les étapes de ces budgets, c'est-à-dire des exercices budgétaires. Et donc, les besoins en financement électoraux sont connus de ce gouvernement dès la fin des cycles passés. Et donc, les élections à venir pour 2016 sont connues, ces échéances-là. Le gouvernement, la CENI a demandé, et le gouvernement a pris l'option de demander au Parlement qu'on prévoit dans son budget de l'argent pour la CENI. Ça a été fait. L'autorité budgétaire, le Parlement a demandé, a autorisé. Mais quand vous écoutez les chiffres, c'est à dormir debout. Là où la CENI en 2012 vous demande 250 millions, on lui donne 58 millions. Lorsqu'on demande 300, on lui donne 25 millions. Lorsqu'on demande 500, on lui donne 65 millions. Et le tout, aujourd'hui, personne ne peut contester ces chiffres. Ils émanent, j'ai les documents dans mon véhicule, ils émanent de la commission, non seulement de la Cour des comptes, mais aussi de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. Donc, quand ce gouvernement, sur 100% du budget demandé par la CENI, n'alloue que 15 à 20% à 5 mois d'une échéance capitale qui va chercher à englober près de 800 millions de dollars et à 1 année et demie d'une échéance dont le total va faire plus de 1,5 milliard. Il est clair que ce gouvernement, ce pouvoir kabyliste n'a pas envie d'organiser les élections. Donc, s'il n'a pas envie d'organiser ces élections parce qu'il ne met pas les moyens financiers, et ces moyens, il n'en a pas d'ailleurs, parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est toujours la Cour des comptes, et donc vous comprenez que la seule façon de s'en sortir, c'est de dire, voilà, nous ne saurons pas organiser finalement ces élections, parce que nous avons dit dans notre contre-proposition, présentée à la CENI, qui financièrement, ils ne sauront pas, ils n'y arriveront pas, et en réalité, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils continuent avec le processus de dépôt de candidature comme si de rien n'était, mais les étapes, notamment la loi relative à la répartition des sièges, etc., et les finances ne suivent pas. Donc, nous allons le regarder, ils vont droit au but, droit au mur. Et c'est parce qu'ils savent maintenant, ils pensaient que l'opposition, dans sa naïveté, pouvait ne pas se prêter au dépôt des candidatures, et donc ils se disaient, ce serait de bonne guerre de constater que l'opposition n'ayant pas posé des candidatures, nous allons dire, écoutez, dans ce cas-là, c'est votre faute si les élections ne sont pas organisées. Non. Donc nous disons, les jeunes électeurs, ça n'existe, le vote, l'enrôlement des jeunes électeurs, ça n'exige pas un dialogue. Le financement, c'est au gouvernement de montrer sa façon de gérer. Qu'est-ce qui reste encore? Qu'est-ce qui reste encore comme sujet d'actualité pour mettre sur la table qui puisse nous accaparer? Il n'y en a pas. Le reste, c'est le jeu normal des institutions. Les lois, c'est le Parlement. Alors, il faut qu'on nous dise pourquoi on s'accroche à cette idée du dialogue, à moins qu'il soit capable, maintenant, de confier au président Tshisekedi
le règne de la gouvernance de ce pays dans une année et demie qui reste. Si Papi Tamba peut nous faire cette révélation, c'est-à-dire comme quoi le président Tshisekedi devrait, à l'occasion de ce dialogue, récupérer l'impérium, nous acclamerons de demain. Voilà. Je crois que les questions sont posées par votre co-débatteur. Vous n'avez qu'à répondre également. Vous savez, M. Roland, je suis aujourd'hui un peu plus surpris par M. Jolinon, l'honorable Jolinon, avec des insinuations et des procès d'intention qui font que je ne les reconnais plus. Peut-être il ferait mieux de revoir dans son propre vocabulaire ce que voudrait dire fanatique, et il ne dira pas que reconnaître qu'un leader d'opposition a formulé la demande de dialogue et que si nous le disons sur les plateaux, nous devenons fanatiques. Libre à vous d'assumer ce genre de propos, je ne vous suivrai pas. Mais deuxièmement, honorable Jolino, je comprendrais que vous refusiez les dialogues. Je comprendrais que vous donniez des leçons de morale à tout le monde, même à moi. Mais je ne comprendrais pas que vous donniez des leçons de morale au leader de l'opposition, Étienne Tshisekedi, pour dire que vous savez faire l'opposition mieux que lui. Oh non, je n'ai pas dit ça. Non, mais attendez, laissez-moi, j'ai la parole. Oui, je pense qu'on vous l'a donné. Oui, mais ne me permettez pas ce que je n'ai pas dit. Non, mais je vous dis qu'il a été demandé du dialogue. C'est vous qui dites ici que non, voilà, je suis fanatique en parlant de lui, mais deuxièmement, lui n'a pas mesuré tout ce que vous mesurez aujourd'hui. Lorsqu'il a demandé le dialogue, et que nous, par ce dialogue, nous consacrons, ou il veut consacrer les glissements, selon vos propres termes, que ce dialogue consacre les glissements, que lui n'a pas vu. Mais vous êtes tellement clairvoyant, avec peut-être quelques années dans l'opposition, et que vous avez le leadership, vous avez les yeux qu'il n'a pas, et que vous voyez ce que lui ne voit pas. Cette prétention-là me fait peur. Elle me fait peur parce que vous n'avez pas tiré les leçons du passé. Les leçons du passé devaient vous amener à venir dans l'opposition avec beaucoup d'humilité. Lorsque vous étiez avec nous, puisque vous venez aussi, vous savez d'où vous venez. Vous avez pris une prétention à un certain moment qui fait qu'aujourd'hui vous deviennez non pas opposant mais dissident. Que vous puissiez aller dans la dissidence. Mais cette dissidence que vous maquillez en étant opposant, vous devrez mieux les faire en étant humble envers les opposants que vous avez trouvés. Et là maintenant, vous changerez votre langage. Soit, dites la vérité au peuple congolais que nous avons des problèmes avec des gens et que pour nous, nous n'allons pas entendre n'importe quel schéma parce que nous avons des problèmes personnels. Les gens les comprendront aussi parce que vous avez des militants, vous avez pu obtenir au moins 8 millions de voix. Je pense, 8% plutôt, 1 800 000 personnes qui ont voté pour vous. Donc vous n'êtes pas un parti comme ça qui peut dire qu'il n'a pas de représentation. Mais ils ont besoin aussi peut-être de vous écouter avec plus le langage de la vérité que de chercher à dribbler le peuple congolais par des considérations jusqu'à aller dans tous les sens possibles pour ne pas répondre à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi aujourd'hui? L'essentiel, c'est que nous sommes dans un processus électoral qui englobe plusieurs échéances. L'essentiel, c'est que nous avons franchi une première étape qui est le dépôt des candidatures aux élections provinciales. Et que par rapport à cela, il y a un stock important de revendications qui font que, pas dans la majorité, mais dans l'opposition, certains partis politiques qui sont demandeurs, ces partis-là ne sont même pas allés présenter leurs candidats. Si vous avez présenté, tant mieux pour vous. Et nous disons que s'il y a ce genre de problème et que la demande du dialogue vient du leader que vous avez tous soutenu en 2011 et vous avez fait le tour du monde pour parler de lui, nous disons pour la paix et la concorde nationale, le chef de l'État qui est pris par l'esprit de la paix qui fera avancer ce pays. Alors pourquoi ne pas dialoguer? Ne pas dialoguer en politique et criminelle. Maintenant, est-ce que ce dialogue voudra dire que nous arrêtons la vie du pays et des institutions pour nous focaliser que sur les dialogues? Comprendre les choses de cette manière nous étonnerait aussi, honorable Makelele. Vous savez, honorable Makelele, vous faites partie d'une génération politique, je ne parle pas de votre âge, mais je parle au moins de ce que vous représentez par votre bagage et les idées que vous défendez, que j'apprécie énormément. Vous faites la politique de façon dépassionnée, vous ne réglez des comptes à personne. Vous faites la politique pour faire avancer le pays. Vous pouvez aussi faire les choix de ce qu'on vous présente. Ne mangez pas
tout. Parce que je peux vous le dire, qu'il y a des repas aussi qui peuvent aussi créer l'indigestion. Alors là, je suis en mesure de poser une question, une vraie question en rapport avec la destinée du pays, l'avenir du pays demain. Je voudrais vous poser cette question en toute conscience. Dès les premières années, le premier mois des indépendances, en République démocratique du Congo, nous avons connu des problèmes. Le politique congolais ne s'entend pas. Nous avons évolué, nous avons organisé des dialogues, nous avons organisé des conférences, mais le Congolais n'est toujours pas en mesure de mettre en musique les résolutions que lui-même a pu trouver à l'unanimité. La conférence nationale souveraine, le dialogue intercongolais, lorsqu'il faudrait que nous examinions tout ce temps passé dans le dialogue, il y a eu des résolutions. Si nous prenons le dialogue intercongolais ici avec les 5 objectifs, je pense qu'il y a des objectifs qui n'ont pas toujours été atteints jusqu'à aujourd'hui. Nous venons à peine de concertation nationale et voilà un autre dialogue se profile. La question est si simple. Si nous n'arrivons pas à mettre en musique, à respecter dans le délai des résolutions que nous prenons alors dans tout ce dialogue, que servirait d'aller encore dialoguer et dialoguer davantage? Et la deuxième question qui sous-tend cela, alors que tous savons que devant, nous n'allons pas arriver parce que il y a un grand trou. Pourquoi se refuser encore d'aller dialoguer parce qu'on sait qu'on fera coincer, il y a un grand trou? Je commence avec l'honorable Jolino Makelele. La population vous suit. Oui, je crois que c'est la dernière question que j'ai posée pour ce numéro de Je dirais d'abord que s'agissant des résolutions qui ont pu ne pas être suivies des résultats ou des faits, c'est à ceux qui ont initié ces cénacles. Je parle de la classe politique congolaise, j'ai pratiquement ramassé toute l'histoire. Donc tout le politique congolais. Non, j'ai dit il y a toujours un initiateur. Il y a toujours quelqu'un qui assume la finalisation des résolutions. Il ne faut pas que les gens échappent à leurs responsabilités. Hein? Et d'ailleurs, certains le font avec beaucoup de fracas, beaucoup de voyeurisme, si j'ose dire. Mais c'est la fin qui est malheureuse, parce que quand on annonce Urbi et Orbi les résolutions, et puis on cite même celles qui sont des résolutions phares, et puis qu'à la fin, on ne voit rien venir, ou on le voit venir 2 ans plus tard, c'est d'une tristesse. Donc ça pose, ce que j'ai dit, le problème de leadership dans ce pays. Et donc soit que les problèmes ont été mal cernés, et soit que les sujets ont été mal abordés. Et soit encore qu'on ait voulu faire de ces sujets une sorte de fonds de commerce. Et pour le reste, le débat en lui-même, il n'est pas mauvais. Nous avons déjà un cadre qui est le Parlement, cadre démocratique. Il y a une majorité, moi je suis démocrate. Dans un pays, il doit y avoir une majorité et une opposition. Il y a certes aussi une opinion publique qu'il faut suivre. C'est la raison d'être des consultations intermédiaires ou alors des rencontres que un haut responsable du parti politique, ça peut être le président, il peut consulter les présidents. Il peut consulter, comme cela se fait dans d'autres démocraties. Il peut appeler le président d'un parti politique de l'opposition pour dire voilà, j'envisage de prendre telle option, surtout pour des sujets qui touchent à l'intérêt national. Mais sinon, pour le reste, il n'a pas besoin des conseils. Le peuple, comme dirait quelqu'un qui est à mes côtés ici, il a donné le vouloir et le pouvoir. On vous a donné ça. C'est-à-dire que vous allez, parce que le pouvoir vous a été donné dans ce sens-là, pendant le terme qui vous a été confié, c'est-à-dire 5 ans, vous êtes censé faire le choix, exécuter le choix des électeurs. Alors, moi, le vrai problème maintenant, c'est lequel?
je termine peut-être par là pour être bref, pour que j'ai éventuellement l'occasion de conclure. Et je dis, nous sommes revenus sur la problématique du dialogue. Aujourd'hui, quand vous me dites que nous allons droit dans un trou, dans un mur, c'est lequel? C'est lequel? C'est peut-être le mur de l'argent? Ah oui, parce qu'il faut le dire. C'est quoi? Parce que le consensus est là. Nous avons tous dit que la CNI est indépendante. C'est la CNI qui élabore le calendrier. La CNI nous a donné le calendrier. Nous ne l'avons pas jugé réaliste à titre constitutionnel. Donc c'est à la CNI que nous avons déposé nos contre-propositions. Et le reste, la CNI a renvoyé la balle dans le camp du gouvernement, dans le cas du Parlement, c'est-à-dire dans le camp de la majorité. Si les choses ne se font pas, c'est que la majorité ne veut pas qu'elles s'effacent, ou alors elle nous a raconté des histoires sur le fait qu'elle était en mesure d'organiser les élections. Il y a même eu des téméraires pour oser dire qu'on n'a pas besoin de cet argent de la communauté internationale pour financer les élections présidentielles et législatives. Nous sommes nous-mêmes, et il faut aller écouter Matata Pogno quand il dit qu'il veut qu'il soit le seul centre d'ordonnancement des dépenses maintenant, au mépris de la loi relative aux finances publiques, et que les différents cabinets ne peuvent fonctionner et que sur la base des dépenses vraiment strictement courantes. Pourquoi? Parce que les recettes ne rentrent pas dans les caisses comme ici. Avec la dernière circulaire. Voilà. Donc, vous comprendrez qu'ils n'ont pas l'argent. Et ils ont voulu faire croire aux gens qui peuvent organiser, mais nous savions qu'ils n'ont pas l'argent, que c'était des subterfuges qui voulaient amadouer la population. Maintenant, ils sont là, dos au mur, ils doivent nous montrer de l'argent, parce que sur le plan budgétaire, avec un budget qu'ils annoncent à chaque fois, en 2013, 8 milliards, 2014, 8 milliards et demi, la Cour des comptes a démontré qu'ils n'ont jamais dépassé 5 milliards. Ils sont toujours en deçà de 5 milliards. Donc en 2015, ce sera pareil. Quand ils annoncent 9 milliards, on n'aura que moins de 5. Et Matata Pogno, avec ses décisions, vient d'en faire déjà une illustration. Donc si on veut aller droit au mur, comme vous avez dit, le trou c'est les finances. Et le reste, c'est quoi? C'est le courage de la CNI de ne pas accepter la violation de la Constitution en faisant voter les jeunes, donc en procédant à un nouvel enrôlement. Nous disons, en dehors de ça, nous ne voyons pas des sujets qui puissent mériter qu'on puisse se mettre autour d'une table, créer un gouvernement de cohésion, et puis dire qu'on peut échapper, enjamber les échéances électorales, parce que c'est ça leur manœuvre. Nous l'avons déjà entendu. Ils ont procédé de cette manière-là il y a quelque temps avec la révision de la Constitution. C'est seulement quand nous sommes unis forts pour contrer ces initiatives qu'ils reculent. Merci. Monsieur Papitamba, on termine avec vous. Merci beaucoup. Je crois qu'en 2011, s'ils avaient eu les mêmes discours, les choses seraient plus faciles aujourd'hui. Mais en 2011, peut-être ils grandissent en tant que parti. En 2011, on les a vus être un parti qui, à un certain moment, était devenu pratiquement une sous-tutelle. Donc, c'était un parti de sous-traitance, où ils ont volé même la vedette au secrétaire général de l'IDPS. Et ils faisaient plus de tours délimités que les permanences. Aujourd'hui, lorsque nous faisons suite à une demande formulée par celui qui hier ils avaient encensé, et aujourd'hui il les corrige. Pour dire que voilà, il n'est plus les leaders qu'ils ont suivis hier. Alors je vais leur souhaiter bonne chance parce que personne ne va droit au mur. On n'est pas dos au mur non plus. Nous faisons avancer le Congo et le Congo a toujours sa chance. Le Congo a toujours sa chance parce qu'en 2011, le Congo a pu organiser les élections, pratiquement en fonds propres, pendant que les gens étaient sceptiques. J'aime beaucoup le pays démocratique du Congo parce qu'elle a prouvé à plusieurs égards, à maints égards, qu'elle est solide. Elle est solide face à certains ressentis, à certaines caprices. Elle arrive toujours à trouver des solutions. Et ces solutions, la République démocratique du Congo aimerait les trouver avec tous ses fils et toutes ses filles, mais quand il y a une partie des gens qui préfèrent quitter les navires, ce sont eux qui rejoignent la République quand la République trouve des solutions. Donc, si c'est votre choix, en définitive, de dire que voilà, vous ne voulez pas accompagner le processus du dialogue, nous espérons tout simplement que l'esprit démocratique vous permettrait d'observer qu'il y a certains partis qui vont dialoguer. Et ces gens-là qui vont dialoguer vont prendre des résolutions qui vous engageront. Ça vous engagera. Vous pouvez rigoler aujourd'hui, mais je vous dis que les résolutions ici du dialogue, qui sera d'une manière consensuelle
je peux dire une vision du peuple congolais par rapport à la situation actuelle, elle vous engagera. Elle vous engagera parce que moi je considère aujourd'hui que si la majorité peut se réunir avec l'IDPS pour essayer d'évoquer un certain nombre de choses avec la société civile, je n'ai pas de mépris pour les autres. Mais je considère que la majorité du peuple sera de ce côté-là du dialogue que nous souhaitons, parce qu'elle n'est pas dialoguée en politique et criminelle. Maintenant, il est temps. Ils peuvent revenir au meilleur sentiment parce que ils nous ont habitués avec des allées-venues. Il a parlé de beaucoup de choses ici, qu'eux-mêmes ont présenté comme grief. Et quand ils les ont présentés comme grief plutôt, ils oublient ce qu'ils avaient déclaré. Ils n'ont pas présenté que des griefs sans faire des déclarations. En l'intervalle de 3 mois, je n'ai jamais vu des déclarations aussi contradictoires de la part d'une famille politique comme je l'observe chez eux. C'est regrettable. Manque de cohérence, parce que pendant que nous devions préparer un certain nombre de choses, ils ont fait la honte de la République pour aller assister à des déjeuners de prière. Ça s'organise aussi en République démocratique du Congo. Des déjeuners de prière. Ça s'organise aussi en République démocratique du Congo. Voilà. Merci. Je peux peut-être conclure en disant tout simplement qu'on a connu un certain Louis Michel, pour qui nous avons beaucoup de respect, qui était présenté dans le monde entier comme un certain parrain. Que Dieu nous préserve de ce genre de choses demain quand nous serons au pouvoir. Écoutez, je crois que je peux conclure aussi. Je peux conclure pour dire tout simplement qu'aucun pouvoir politique de la République démocratique du Congo, en tout cas, dis-moi, c'est mon souhait, je ne voudrais pas qu'ils aient des parrains. Les parrains, c'est le peuple congolais. Je comprends aujourd'hui que nos amis n'ont pas encore compris que le peuple congolais doit être les parrains du pouvoir. Merci. Voilà pourquoi ils aiment les déjeuners de prière. Merci, honorable David Jolino Makelele, d'avoir répondu à cette invitation. Je rappelle que vous êtes secrétaire national en charge de la communication. Je peux rectifier. Non, je ne suis pas secrétaire national, je suis seulement porte-parole. Porte-parole de l'UNC, opposition politique en République démocratique du Congo. Monsieur Papi Tamba, communicateur de la majorité présidentielle. Merci et puis bonsoir mon ami Jolino Makelele. Je vous les réciproque, si je dis. Merci. Merci Vincent Nokama, merci Jean-Paul Katosa qui est à la prise des vues. Kovo Mamona, merci pour la réalisation de ce numéro de Mogrosso. Merci également à Joseph Bengo qui était à la prise des vues. 081 08 181 32, c'est notre numéro de contact. Et bonne suite de programme sur Direct Télévision. Au revoir. La chaîne de proximité, 100% culture locale. La solidarité est un pouvoir.